Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder comment réaliser un clair-obscur avec Photoshop. Alors on va étudier le mode de fusion lumière tamisée, on va utiliser également le décalage du point noir, euh, et puis également courbe de transfert dégradé, dégradé radial et réfléchi. Bon, c'est un tutoriel un petit peu particulier qui nécessite déjà des connaissances de base. Alors, avant de commencer cette retouche, on va déjà regarder quelle est la différence entre le clair-obscur et ce que les anglo-saxons appellent le low-key. Alors, le low-key, hein, basse lumière, en fait, c'est hérité de la key light, hein, la key light qui est la lumière principale. Donc il faudrait dire low key light hein, pour être clair. Lumière principale, il y a la fill light qui est la lumière secondaire en studio, et puis la rim light, c'est la lumière qui vient par l'arrière sur un studio. Donc on voit bien que le low key est dans la culture photographique et le clair-obscur est bien issu du monde de la peinture. C'est vraiment deux choses différentes. Mais il y a des points communs au point que sur YouTube, on trouve souvent une espèce de confusion entre le low-key et le clair-obscur. Même s'il y a des points communs, il y a aussi des points de différence entre ces deux notions. Alors, le clair-obscur, chiaroscuro en italien, hein, d'ailleurs les anglo-saxons utilisent l'expression chiaroscuro pour le différencier du low-key. Alors, est-ce que le low-key c'est du clair-obscur ou pas? Eh bien, on va déjà regarder quel est le point commun entre le low-key et le clair-obscur. Le low-key, effectivement, positionne sur l'histogramme les données vers les couleurs sombres, hein, et évidemment, le clair-obscur fait la même chose. Mais on va voir qu'il ne le fait pas de la même manière. Alors là, j'ai pris la ronde de nuit de Rembrandt. Alors vous savez, le clair-obscur, ça a été créé enfin créé. Euh, Caravage a été un des premiers à l'utiliser, Rembrandt l'a utilisé, mais en fait on considère que le clair-obscur préexistait dans la peinture, et on peut remonter assez loin, même jusqu'au grec, pour trouver des choses un petit peu similaires. Mais disons que les lettres de noblesse acquises par euh, Rembrandt, par Caravage, les grands maîtres du clair-obscur, eh bien, ce sont eux. Alors, il y a eu la tour, en Angleterre, il y avait William Turner, etc. Alors, ici, dans cette scène, qui est le départ d'une ronde de nuit, on voit bien hein, que le choix a été fait d'assombrir l'ensemble de l'image et d'éclairer uniquement les sujets. Donc, c'est une manière de mettre en valeur son sujet, c'est une manière aussi d'exprimer une dramatique. Hein, voilà. Alors, je vous ai mis la peinture telle qu'elle est aujourd'hui, puis je l'ai éclaircie là sur le côté pour bien voir que, en fait, dans le clair-obscur, le peintre, lui, il peint tout, c'est-à-dire que il ne laisse pas de noir profond hein, sur son œuvre. Tout est visible. Alors, évidemment, là, c'est assez difficile de le voir, mais vraiment, tout est visible et tout est peint. Alors, à ça, il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'est que obtenir un noir profond à cette époque-là, c'était quelque chose d'assez difficile. On utilisait le charbon de bois, etc. Rembrandt utilisait de l'os et de l'ivoire. Voilà. Mais bon, c'était très difficile. C'était pas trop la mode non plus du noir. Hein. Bon, on voyait très peu le noir en peinture. Voilà. Et donc, ce clair-obscur, il est à la fois arrivé avec les problèmes techniques aussi que pouvait avoir cette peinture. Et c'était aussi le reflet d'une époque, c'est-à-dire que les éclairages de l'époque, c'était la bougie ou des fenêtres très étroites, puisqu'on se protégeait beaucoup du froid. Et donc ça donnait des éclairages qui arrivaient, qui étaient relativement violents dans des univers assez sombres. Voilà. Donc c'est à la fois un choix artistique, mais c'était aussi l'expression de l'éclairage qui pouvait exister à l'époque. Et vous voyez, j'ai mis un petit carré rouge là qui montre que il n'y a pas de données dans les noirs absolus. Il y a un décalage et c'est ça la différence avec le Loki. C'est-à-dire que les photographes vont utiliser le noir absolu et vont l'intégrer dans la photo,
puisqu'ils peuvent en bénéficier, eux, mais en revanche, les peintres, eux, avaient l'obligation de tout représenter sur leur toile, et puis ils étaient limités aussi un peu par les noirs dont ils pouvaient disposer à l'époque. Alors voici deux images, alors l'une photographique, l'autre une peinture. Donc on voit bien que sur la photo Loki, eh bien, le photographe a calé les hautes lumières dans les noirs absolus. Hein. Et en revanche, Théodore Gudin, qui était peintre de la Marine nationale, qui évidemment a repris les styles de Rembrandt et de Caravage, nous montre ici un clair-obscur où tout est détaillé, hein, c'est-à-dire que, bon, on ne le voit pas très bien, mais le bateau est vraiment distinctement peint, mais en revanche, vous voyez, il décale le point noir euh, au point qu'il y a toujours, au démarrage de la courbe, eh bien, un espace qui se dessine. Sur la partie des tons moyens, vous voyez, entre le Loki et le clair-obscur, eh bien, on a plus de tons moyens dans un clair-obscur que dans un Loki. La même chose avec William Turner, toujours ce décalage en départ de l'histogramme, toujours un niveau de ton moyen assez élevé et très peu de ton clair. Alors, l'impression de lumière, elle est donnée justement par l'opposition des tons moyens avec des tons très foncés. Hein. Dans certains cas, on a vraiment l'impression qu'il y a du blanc, mais du blanc pur, mais pas du tout. Ce sont en général des tons moyens. Donc là, on a Rembrandt, vous voyez, alors c'est typique, hein, là, on voit bien, il y a des zones qui sont extrêmement éclairées, enfin qui nous donnent l'impression d'être extrêmement éclairées, mais en fait, c'est un effet d'optique, hein, par opposition entre les tons sombres et les tons clairs. Alors c'est le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, alors ce thème a été repris par tous les peintres classiques, voilà, où en fait Jésus est au calme à l'arrière du bateau, pendant que tout le monde s'agite dans la tempête. Et on retrouve ici toujours la même chose, le décalage du point noir, et puis la partie des tons moyens qui est relativement représentée, mais ces tons moyens sont en fait les lumières hautes du Loki, enfin du clair-obscur. Et là, on voit tout le détail à l'intérieur du bateau, et tout le monde est représenté, hein, voilà. Même si l'éclairage est plus faible, tout est bien représenté. Voici une photographie en Loki, donc, et on voit bien là de nouveau, hein, que le photographe a calé sur le noir absolu, a calé sa photo, et les tons moyens sont relativement réduits, mais l'impression de luminosité vient de cette opposition entre un noir absolu et un ton moyen. Alors évidemment, il y a un tout petit peu de données, et on le voit bien, hein, tout petit peu de données dans les hautes lumières, mais c'est anecdotique. Alors, le Loki est souvent associé au noir et blanc, mais en fait, on peut faire du Loki, bien évidemment, avec la couleur. Pour le clair-obscur, on peignait pas en noir et blanc, hein, c'était pas vraiment la mode à l'époque, donc on n'a pas de clair-obscur en noir et blanc. Le noir et blanc était amené par la photographie. Alors voici un noir et blanc qui est un peu un contre-exemple où le photographe a décalé son point noir de manière à ne pas avoir de noir trop dur et avoir des gris profonds mais pas de noir trop dur. On pourrait assimiler cette photo presque à un clair-obscur. Et voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va transformer la photo que vous voyez en haut à gauche dans une interprétation de clair-obscur. Et vous voyez, l'histogramme de départ est une photo qui est un fichier RAW. Hein, vous voyez, on a de la place dans les basses lumières, on a de la place dans les hautes lumières. Hein. Donc la plage dynamique peut être revue. Et puis, vous voyez, en bas, j'ai mis bien, ce qu'on a obtenu comme courbe avec le clair-obscur appliqué à cette image. Et donc maintenant, nous allons passer à la retouche sous Photoshop. Voilà, alors c'est parti, nous allons retoucher la photo
Alors une photo de Yves-Marie Ouellan, que je remercie au passage, qui m'a confié cette photo, que j'avais vue lors d'une exposition. Voilà, et donc je vais chercher cette photo. Alors, j'ai fait une correction automatique, toute simple. J'ai été un petit peu réduire le bruit parce que la photo a un petit peu de bruit. Voilà, donc dans les détails, là, j'ai été régler un petit peu la réduction du bruit. L'optique, eh bien, je vais corriger le profil. Voilà, il s'agit d'un Nikon 28-300, voilà. Ok, donc voilà, toutes les corrections sont faites et donc j'ouvre l'image. Mais comme on va utiliser beaucoup euh, le mode de fusion lumière tamisée, il faut qu'on s'explique un petit peu sur comment ça marche. Alors, je vais créer ici, au-dessus de la photo, je vais créer un calque, et ce calque, je vais le remplir avec un gris à 50%, d'accord. Alors, si je voulais accéder directement, vous voyez ici en bas, dans le numéro hexadécimal, je mettrai 80, 80, 80, et j'obtiendrai directement, alors, en luminosité 50%, saturation 0, teinte 0. Voilà. Donc, sur cette photo, je vais appliquer une couleur grise sur le calque qui se trouve juste au-dessus. Voilà. Donc là, comme je suis en mode normal, bah évidemment, on ne voit pas la photo en dessous. Je vais passer en mode lumière tamisée. Alors, je rappelle ici rapidement, mais vous pouvez voir ici les explications sur les groupes de mode de fusion. Je vais juste résumer rapidement qu'il y a le groupe d'obscurcir, le groupe éclaircir, vous voyez à chaque fois c'est séparé par une ligne, et le groupe du contraste qui commence par incrustation, un groupe un petit peu particulier, et puis en bas le TSL qui est le groupe pour corriger uniquement sur la teinte, la saturation ou la luminosité. Alors on va se mettre donc en lumière tamisée, et vous voyez que une fois que j'ai appliqué un gris à 50% en lumière tamisée, il ne se passe rien, puisque c'est la valeur neutre par excellence de la lumière tamisée. Vous voyez, je vais enlever le petit œil, hein, donc j'efface le calque 1 ici, et je le remets, il ne se passe absolument rien. Ça, c'est la première des propriétés de la lumière tamisée. La deuxième chose, je vais enlever ce calque, et je vais créer, alors je l'ai créé par là, je vais le retrouver rapidement, ici, lumière tamisée, voilà. Alors, en haut, j'ai mis un niveau, et ici, j'ai créé des dégradés par 10% de luminosité. Alors, j'ai créé un fond, là, un fond gris par tranche de 10 de luminosité. Alors, j'y vais, je rentre dedans, dans le fond dégradé, et vous voyez ici en bas, eh bien, j'ai mis un taquet à chaque valeur de luminosité par tranche de 10%. Alors, je rappelle qu'ici en haut, c'est l'opacité. Hein, les deux taquets qui se trouvent en haut, c'est l'opacité. Et ici en bas, les taquets qui se trouvent en bas, c'est la teinte. Voilà. Donc j'ai créé ça. Je l'ai mis à angle 180 degrés pour pouvoir l'étaler latéralement. Voilà, et j'ai rien changé d'autre. Au-dessus, je vais créer la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, ici, j'ai le dégradé du dessus. Alors, il est en lumière tamisée, je vais le mettre en lumière normale. Voilà. Donc, je vais ici de la gauche vers la droite avec les tranches de 10%. Et puis, en dessous, eh bien, le premier calque que j'ai réglé, qui fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on part des noirs à droite vers les blancs à gauche. Voilà. Donc, je réactive le calque du dessus et je passe le calque du dessus en lumière tamisée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'en fait, la lumière tamisée agit comme un équaliseur. Hein, en musique, comme on égalise un petit peu les sons, c'est comme un égaliseur. Alors, vous voyez, je vais enlever le calque du dessus qui est en lumière tamisée pour retrouver celui du dessous. Et vous voyez, sur la zone noire, il y a beaucoup moins de noir, donc il a été plus
harmoniser vers des grilles de ton moyen. Et pareil dans les blancs, de l'autre côté sur la gauche, vous pouvez trouver les blancs qui sont eux aussi égalisés. Voilà, ça c'est la deuxième particularité de la lumière tamisée. Donc il va mélanger le calque du dessus avec le calque du dessous, en considérant la luminosité, et donc les couleurs elles se mélangeront en tenant compte de ces aspects de luminosité. Alors j'ai créé un niveau juste au-dessus, là, c'est pour aller regarder un petit peu comment se comporte l'histogramme en bas. Alors vous voyez, là, une fois que j'ai appliqué le calque, les deux calques avec la lumière tamisée, j'ai une espèce de recentrement, hein, c'est ce que j'appelle l'égalisation. C'est recentré vers les valeurs centrales de ton moyen, et il enlève des couleurs sombres, mais également des couleurs claires. Vous voyez, par exemple, si je reviens au calque qui est tout en bas, on retrouve bien ici, sur l'histogramme, eh bien, mes tranches de 10% de luminosité, et donc l'histogramme est complètement plat. Voilà. Donc ça, c'est pour comprendre. Alors, en quoi ça va nous être utile pour le clair-obscur? Bien, en fait, le clair-obscur, on l'a vu, hein, c'est à la fois préserver les tons foncés, et que tout soit visible, hein, et puis ne pas avoir trop de tons clairs. Donc la lumière tamisée va nous permettre d'accéder justement à une image plus recentrée vers les valeurs du milieu. C'est ce qu'on voit là, ici. Hein. On voit ici sur l'histogramme comment les valeurs ont été rapportées sur le centre de l'image. Alors après cette petite explication sur la lumière tamisée, on va pouvoir commencer la retouche. Vous allez voir que effectivement on va utiliser beaucoup la lumière tamisée. Alors première des choses que l'on va faire, on va créer un fond gris. Donc ça s'appelle couleur unie. Voilà, ce fond gris, on va le mettre à 20%. D'accord. Donc on va commencer à égaliser un petit peu l'image. Évidemment vers les tons foncés. Je passe en lumière tamisée, c'est 20%. Voilà, maintenant je vais faire un niveau. Sur ce niveau, eh bien ici en bas, je vais décaler le point noir un petit peu. Donc je prends le taquet des points noirs ici, vous voyez. Je vais le décaler hein, pour retrouver toujours ce fameux espacement qu'on a en début de la courbe à gauche, au début de l'histogramme. Voilà, maintenant je vais appliquer une courbe de transfert de dégradé. Alors pour les courbes de transfert de dégradé, je vous renvoie aux cours qui ont été faits sur les courbes de transfert de dégradé. Voilà, donc je me rends dans une courbe qui va du noir au bleu, en passant par le vert et le jaune. Voilà, ça c'est mon choix. Donc là maintenant je vais le passer en lumière tamisée. Et je vais déjà avoir les premiers effets du clair-obscur. Alors on va faire des réglages où on va revenir en arrière à chaque fois pour aller peaufiner un petit peu les réglages. Là pour le moment, bah, ça me convient bien. En revanche, je veux que ça s'applique uniquement que sur la partie de la vague ici. D'accord? Donc il me faut trouver les hautes lumières. Et pour trouver les hautes lumières, il suffit d'aller dans les couches, de sélectionner le RVB. Alors pour les calques de luminosité, je vous renvoie également à mes cours. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur le RVB. Voilà, et il me sélectionne automatiquement les tons foncés. Maintenant, si je me mets dans le masque, là, que je fais CTRL-I, je vais incorporer ma sélection. Donc je vais faire CTRL-D pour désélectionner les fourmis. Maintenant, je vais rentrer dans le masque. Voilà, alors là, pour rentrer dans le masque, il suffit de se mettre sur le masque, d'appuyer sur Alt et de cliquer sur le masque. Et vous voyez, les parties claires en fait, de l'image sont en noir. Voilà. Mais moi, je veux l'inverse, puisque je ne veux adresser que les hautes lumières. Donc je vais faire CTRL-I pour inverser la sélection. Vous voyez, on se retrouve avec un masque
en niveau de noir et blanc, évidemment. On peut aller un petit peu plus loin pour centrer l'effet de la courbe de transfert dégradé. Alors, en cliquant sur le masque, en appuyant sur la touche Alt, donc j'obtiens ce qui est à l'intérieur du masque, et je vais faire Image, Réglage, Niveau. Je vais baisser les tons foncés à partir des tons moyens, augmenter les tons clairs avec le taquet qui se trouve complètement à droite, voyez, et recentrer sur la vague l'effet que je souhaite. Voilà, je suis complètement sur la vague. Voilà, donc j'ai ma courbe de transfert de dégradé qui ne s'adresse qu'à la vague. Alors je peux commencer un premier réglage en retournant dans la courbe de transfert de dégradé, ici, en cliquant en bas dans les propriétés, et donc je peux éventuellement impacter plus le jaune, vous voyez, ça m'éclaircit la partie jaune, et puis la partie verte, je veux qu'elle s'adresse au bas de la vague. Donc je vais chercher et faire en sorte que la partie verte impacte le bas de la vague. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais peut-être l'exagérer après un peu pour que vous le voyez mieux. Et puis tout au bout, je vais me mettre en blanc absolu, tout au bout de la courbe. Voilà. Donc j'ai bien le jaune qui apparaît. Ça, c'est donc une première étape. On reviendra encore sur cette courbe de transfert dégradé après. Et on peut alors accentuer pour que vous le voyez mieux. Je vais doubler en fait la courbe de transfert dégradé. Donc pour ça, je fais CTRL-J. Vous voyez, là, je viens de doubler mon effet sur la vague. Et là, maintenant, je peux régler plus ou moins fort l'effet. Donc on voit bien le jaune et le vert en bas de la vague. Alors, on va continuer à chercher le clair-obscur. Donc, je vais refaire un niveau. Et puis, je vais de nouveau jouer sur les tons moyens, voilà, pour avoir cette impression de clair-obscur. Donc, j'ai pris les tons moyens, que j'ai ramenés vers la droite. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Soit j'adresse totalement l'image, soit je choisis d'adresser uniquement les tons foncés. Donc je vais aller dans les couches, je me remets sur le RVB, j'appuie sur CTRL, je clique, donc j'obtiens les fourmis pour les couleurs foncées. Je me mets sur le calque de niveau 2 ici, et puis donc j'appuie sur CTRL-I pour incorporer ma retouche. Si je clique avec Alt enfoncé sur le masque, eh bien voici, j'adresse les couleurs foncées et pas les couleurs claires. Alors là, c'est la même chose. Je peux choisir de concentrer plus sur les couleurs foncées. Voyez. Donc c'est toujours la même chose. C'est la partie claire qui adresse les tons foncés, là en l'occurrence. Voilà. Donc je reviens à mon image initiale et ça y est, je commence à avoir le clair-obscur qui se forme. Alors après, on peut peaufiner un certain nombre de choses. Vous voyez, sur le côté, ici, on a une vague. Bon, cette vague, je vais lui appliquer une correspondance de couleurs. Alors, la correspondance de couleurs, ici, ce sont les fichiers LUT. Alors là, de nouveau, je vous renvoie à mes cours où j'explique comment fonctionnent les LUT. Et je vais choisir un LUT qui s'appelle Bleach Bypass, qui va augmenter. Alors, Bleach Bypass, c'est un effet qu'on avait sur les pellicules argentiques qui permettait de métalliser un peu les blancs. Voilà, et donc je vais appliquer cet effet. Alors vous voyez, c'est très très violent. Si je passe en lumière tamisée, toujours cette bonne vieille lumière tamisée, vous voyez, j'atténue un petit peu l'effet, et après je peux jouer sur la lumière tamisée. Ça me fait, comment dire, exploser un peu les couleurs en termes de dynamique et de luminosité. Alors, ce que je vais faire
Là, c'est pareil, je ne vais adresser, parce que je veux éclaircir la vague là qui se trouve ici sur le côté. Donc pour éclaircir uniquement cette vague sur le côté, eh bien je vais transformer en noir le masque, ici. Pour transformer ça, je fais Alt et retour arrière. Si ici, dans les couleurs, la couleur d'arrière-plan, ici je suis bien en noir, eh bien il va me noircir complètement le masque. Donc j'appuie sur Alt et retour arrière, et le masque est complètement obstrué. Hein, donc l'effet ne passe pas là. Et donc maintenant, je vais utiliser le pinceau blanc. Donc pour revenir au blanc, on fait XD. Donc là j'ai le pinceau blanc, et puis je vais aller l'appliquer sur le petit élément qui se trouve ici, et que je veux remettre un peu en valeur, parce que je le trouve un peu faible. Je vais augmenter un petit peu l'opacité, parce que j'ai pas suffisamment ce que je veux. Vous voyez, voilà. J'ai remis en valeur ce côté-ci de l'image. Voilà. Donc vous voyez, si je fais avant et après, eh bien j'ai remis. Et j'en ai profité aussi pour donner une dramatique un peu au ciel en même temps. Voilà. Alors on peut adoucir un peu en mettant du contour progressif sur le masque, hein, ici, pour que ça se voit moins d'une manière retouche. Voilà. Dernière chose que l'on peut faire, c'est mettre sur le ciel, renforcer le côté sombre sur le ciel. Et pour ça, je vais créer un calque de dégradé. Voilà. Le calque de dégradé va aller du noir vers la transparence. Donc ici sur le taquet complètement à gauche, j'ai bien le noir, hein, à 0,006 6 fois 0 en hexadécimal. On va vers l'opacité à 0 ici. Hein. Voyez, opacité 0. Voilà. Ici, sur le noir, je suis à 100%, donc je vais bien du noir vers la transparence. Au niveau des réglages, je vais bien sûr rester en linéaire. Et puis je vais inverser, je veux que ça impacte le ciel, hein, vous voyez, j'inverse. Voilà, je valide et je passe en lumière tamisée. Voilà. Donc j'ai donné un aspect un peu plus dramatique au ciel. Alors après, on peut vouloir éclaircir peut-être un peu plus les rochers ici. Donc même principe, on fait un dégradé. Là en l'occurrence un dégradé qui va du blanc vers la transparence. Je vais choisir le mode réfléchi. Voyez. Alors pour que vous voyez bien où se trouve le mode réfléchi, vous voyez, c'est une droite horizontale. Voilà, je vais le mettre un peu plus large comme ceci. Voilà. Alors il y a une petite coquille dans les dégradés. C'est quand vous appuyez une première fois et que vous voulez déplacer le dégradé, parce qu'on peut déplacer le dégradé à partir de cette boîte ouverte, de la boîte de fond dégradé ouverte. Sauf que ça ne se fait pas la première fois, il faut une deuxième fois pour que ça marche. Donc là, je l'ai fait 2 fois. Donc là, maintenant, je baisse. Hein, c'est un défaut qui a été signalé à Adobe et qui n'ont toujours pas résolu. Bon, c'est pas un grand inconvénient. Voilà, je valide. Et puis là, de nouveau, je passe en lumière tamisée. Voilà. Et je viens d'éclairer ici les rochers. Alors, je peux ne pas vouloir d'éclairage sur la partie de la vague, auquel cas je prends mon pinceau et puis je vais aller peindre pour que l'effet ne s'applique pas sur la vague, voilà, que je garde bien le même niveau. Voilà. Et là, je peux choisir de réduire un petit peu l'effet. Je veux que parce qu'il y a quand même un contre-jour sur les rochers, donc on ne peut pas les voir avec un niveau de détail énorme. Voilà, hein, parce que si je me mets plein éclairage, bon, c'est un choix, c'est à voir. Si c'est pas suffisant, je vais doubler. Hein, je ferai CTRL-J pour doubler le fond dégradé. Voilà. Alors, on peut... C'est pareil, moi j'aime bien le côté vert, là, un petit peu en bas. Donc, je peux créer une couleur unie avec un fond vert. Donc, je vais chercher du vert. Voilà. Alors, pour le moment, je vais prendre n'importe quel vert.
comme ceci. Je passe en lumière tamisée. Évidemment, tout ça s'applique entièrement à mon image. Et je vais faire je vais noircir le masque, hein, de manière à ce que ça ne s'affiche pas. Je fais donc Alt, retour arrière, avec ici bien sûr le fond en noir. Et il ne me reste plus que à reprendre le pinceau en blanc et d'aller peindre en bas ici de la vague en vert. Alors bon, là c'est un peu grossier, hein, bien évidemment, mais je peux diminuer l'opacité, vous voyez, et je vais faire quelque chose de plus ténu sur le bas de la vague, et donc j'ai là, je l'ai en vert. Alors on pourrait l'avoir, là je l'ai mis en vert, hein, mais vous pouvez choisir un bleu comme ceci, hein, voilà. C'est un bleu vert là en l'occurrence, hein, voilà. Donc j'ai bien recréé, alors je vais regarder en faisant un niveau, comment ça s'est passé au niveau des hautes lumières. Donc on retrouve bien l'écart ici en bas entre le noir absolu, et vous voyez il y a un espace, il y a un décalage, hein, qui fait que tous les éléments de l'image sont bien visibles. J'ai des tons moyens, et puis j'ai quasiment rien sur les tons clairs. Voilà, on a bien la courbe typique d'un clair-obscur. Alors on peut l'affiner encore un peu plus, hein, ça c'est comme vous le sentez, mais sur le principe, voilà comment ça se passe, hein. Donc j'ai été dans un premier temps créer un fond gris à 20% pour diminuer les hautes lumières et limiter aussi un peu les tons foncés, tout ça en niveau de gris. Ensuite j'ai fait un niveau, j'ai intégré ma courbe de transfert dégradé avec le vert et le jaune que je voulais sur la vague. Voilà. Et ainsi de suite, plus les petites retouches qu'on a fait après avec les fonds dégradés pour éclairer un petit peu plus l'image. Alors je vais juste pour finir régler le niveau sur la dynamique de l'image, vous voyez. Je vais sur les tons clairs, pousser un petit peu le curseur. Voilà, et maintenant on peut faire avant et après. Alors, voilà. Donc pour faire avant et après, il suffit de se mettre sur le premier calque, hein, d'appuyer sur Alt et sur l'œil. Voilà, donc ça c'était l'image avant, l'image de Yves-Marie Ruellan, voilà, que je remercie encore une fois. Et puis donc je me suis permis de modifier son image comme ceci, d'une manière clair-obscur, voilà. Et on peut utiliser toutes sortes de couleurs pour essayer de rendre ça un peu dramatique. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour le clair-obscur et je vous remercie beaucoup. À bientôt, au revoir.